Bonjour Michael, bonjour chers auditeurs. Bonjour Shraga. Alors la Knesset fonctionne comme on dit à petit feu, mais il y a quand même des activités politiques se poursuivent quand même, en coulisses, pas en coulisses. Qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui ? Alors on est en plein congé parlementaire, mais on est aussi 3 mois avant les élections, donc il se passe beaucoup de choses. Donc beaucoup de rumeurs. On va pas parler de toutes les rumeurs, parce que... Ce sont des rumeurs. Voilà, nous on les vérifie. Mais quand même une rumeur intéressante, c'est l'éventualité que Ehud Barak, ancien Premier ministre, ancien chef d'état-major, s'apprêterait à former un nouveau parti pour les prochaines élections, donc du 17 septembre, avec comme numéro 2 Yair Golan, ancien chef d'état-major adjoint, et on évoque même le nom de Tzipi Livni sur cette liste, donc qui serait officiellement centre-gauche, mais qui pencherait plus vers la gauche que vers le centre, et qui serait donc en concurrence directe avec la grande liste de centre-gauche également. Du Parti travailliste. La liste de Benny Gantz. Ah, mais et qu'en est-il du Parti travailliste ? Ancien chef d'état-major d'un côté, ancien chef d'état-major de l'autre, ancien chef d'état-major adjoint de l'autre, enfin des listes de généraux. On peut légitimement se poser la question si c'est vraiment ce que veulent les Israéliens, mais on verra jusqu'au 17 septembre. Et entre-temps, comme vous dites, il y a les partis stables, enfin anciennement stables, le Parti travailliste. Alors, le Parti travailliste, c'est la guerre. Donc, ils sont, je rappelle, 6 députés pour l'instant. Et sur les 6, donc 3 se présentent. Enfin, 2 se retirent de la vie politique. Avi Gabay, la tête de liste. Tal Rousseau, encore un ancien général, numéro 2. Et 3 se présentent. Donc, Amir Peretz, qui a déjà été chef du parti, ancien ministre de la Défense. Et Stav Shafir et Itzik Shmouly, donc 2 députés relativement jeunes, puisqu'ils ont été connus en 2011 lors des protestations sur Rothschild, des protestations sociales, le grand mouvement social de l'époque. Entre-temps, ils ont fait une carrière plutôt brillante de députés, on a beaucoup entendu parler d'eux. Mais alors que Shafir et Shmouly avaient l'air très proches, ils sont arrivés en même temps sur un même programme social de réforme du Parti travailliste, Itzik Shmouly, après avoir annoncé qu'il tendait la main à Stav Shafir pour une liste commune, Stav Shafir lui a répondu: moi, je ne me mets pas avec des gens qui ne font que parler. Je me présente pour montrer un programme de gens qui font et qui ne parlent pas dans les pièces fermées. Enfin, en gros, des rivalités... l'appétit du pouvoir. Voilà. Et comme on sait que Meretz, qui s'apprête à nommer son nouveau chef, qui est aussi une formation de gauche et qui n'est pas une très grande formation, qui a aussi une dispute assez violente entre les 2 candidats, l'actuel chef du parti Tamar Zandberg et l'ancien député Nitzan Horowitz qui se présente contre elle. Donc on va voir encore beaucoup de choses dans les semaines à venir. Et là aujourd'hui on n'a parlé que de la gauche et du centre-gauche, mais au Likoud il y a eu aussi de dernières informations politiques. Donc cette semaine la démission d'Ayoub Kara. Ayoub Kara, député, ancien député, parce qu'il n'a pas été réélu aux dernières élections, qui était un très proche du Premier ministre, qui l'a soutenu depuis des années pour tout ce qu'il faisait, et qui finalement n'a pas obtenu apparemment ce qu'il voulait, et qui a été ministre des Communications, donc Premier ministre druze de l'histoire d'Israël, si je ne me trompe pas, oui. Et qui a démissionné, et avec qui en fait, avec fracas, en attaquant Netanyahou, en attaquant surtout ses proches, les proches de Netanyahou, Bitan, Amsalem. Oui, parce qu'il leur reproche d'avoir ourdi contre lui, de l'avoir mis de côté. Voilà. Et finalement, il avait fini 39e aux dernières élections, et donc 35 sièges. C'était assez étonnant qu'un ministre en poste soit si loin dans la liste, donc pas rééligible. Il a dit qu'il va nettoyer son nom. Il a été accusé de toutes sortes de choses, notamment, c'est la petite anecdote de la semaine, de s'être présenté alors qu'il était ministre pour postuler à une émission de télé-réalité à Sordim, les survivants. Et là, ça paraissait un peu bizarre comme histoire, mais on en saura plus ou pas dans les semaines qui viennent. Mais pour en finir avec Ehud Barak, ça ne risque-t-il pas d'amenuiser encore un peu plus le Parti travailliste, qui déjà est parfois dans la zone d'inéligibilité, donc il va forcément prendre des voix aussi au Parti travailliste. Forcément, et il y avait un moment, il était question, certaines personnes au sein du Parti travailliste voulaient faire revenir Barak à la tête du Parti travailliste, comme c'était le cas dans le temps, mais ça a été un veto absolu, surtout de la part de... Puisqu'il avait quitté, il avait abandonné le parti. Voilà, il a abandonné le parti, il avait créé un autre parti qui s'appelait Atzmaout, Indépendance, tout à fait. Donc il y a a priori aucune chance qu'il revienne au Parti travailliste. Alors la rubrique de la semaine, cette
semaine, donc on va parler... alors, on a parlé des commissions, on a parlé de toutes sortes de choses qui se passent à la Knesset. Alors, on va parler de quelque chose, je pense que peu de gens savent que ça existe. La Knesset a un musée. Alors, il n'existe pas encore. Voilà. Le musée de la Knesset. Alors, de quoi parle-t-on ? C'est une loi de 2010, en fait, qui a décidé de créer un musée, d'ouvrir un musée de la Knesset. Alors, un peu d'histoire d'abord, c'est que la Knesset n'a pas toujours siégé là où on le voit aujourd'hui, à Givat Ram. Elle siégeait au début... déjà l'Assemblée du peuple, avant la création de l'État. Ensuite, les premières Knesset se déroulaient à Tel Aviv. Et ce n'est qu'en 1949 que le gouvernement a décidé de transférer la Knesset à Jérusalem. Et elle siégeait dans un lieu que beaucoup de gens côtoient, finalement, ceux qui connaissent Jérusalem, s'appelle Bet Fromin, qui avait été acheté par une famille très riche, qui avait créé d'ailleurs la fabrique de biscuits Fromin, qui est devenue après Osem. Et donc, elle se situe juste après, pour ceux qui connaissent Jérusalem, juste après l'ancien Mashbir, là où se trouvait le Bet Din Rabbani, rue King George. Rue King George. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des travaux aujourd'hui avec des barricades, avec des dessins de députés. Il y a en fait, sur le mur, depuis le début des travaux, il y a les photos des vieilles... Enfin, des photos, des reproductions de photos des premières Knesset. Voilà. Ce n'est qu'en 1966 que la Knesset est passée là où on le sait aujourd'hui, dans ce bâtiment. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans ce musée ? Il va ouvrir quand d'abord, ce musée, il est prévu pour être ouvert en 2020. D'accord. Bon, c'est pas très loin, mais enfin bon, on sait toujours que c'est comme le tramway. Etc. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura ? Alors, rassurez-vous, il n'y aura pas d'anciens députés ou d'anciens présidents de la Knesset empaillés. Des statues de cire ? Non, pas du tout non plus. En fait, ce musée est destiné à montrer comment les institutions démocratiques de l'État d'Israël se sont créées. Le mur extérieur du bâtiment sera reconstitué comme il était à l'époque. L'intérieur, pratiquement aussi. Il y aura l'hémicycle, enfin la salle des plénières qui sera reconstituée, et autrement il y aura toutes les techniques du multimédia moderne avec il y aura peut-être des hologrammes avec les députés, peut-être des hologrammes, des témoignages audio, des grands discours, les grandes décisions, des salles de conférence aussi, des salles pour les élèves, des bibliothèques, j'imagine. En tout cas, ça sera vraiment le premier musée qui retracera les premières Knesset, et de voir comment les institutions démocratiques d'Israël se sont créées après la naissance de l'État d'Israël, et ça sera, à mon avis, passionnant. Bécha Tova, on espère que on le verra dans les années à venir, parce que tu as dit 2020 et on sait que parfois les choses peut-être 21. Voilà. On verra. Voilà. Alors on peut passer donc à la rose et au cactus. Donc chaque semaine, un député qui a dit, fait quelque chose qu'on a jugé estimable, et quelqu'un qui a fait quelque chose qu'on apprécie moins, on va dire. Voilà. Alors on commence par... Alors la rose, je la dédie cette semaine à l'ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat, nouveau député, qui apparemment tient à être aussi actif dans la Knesset qu'il l'était au niveau municipal. Et l'ancien maire de Jérusalem donc a élaboré avec un universitaire qui s'appelle Michael Porter, qui est diplômé de droit des affaires, un plan B au plan économique Trump. Et qui prévoit notamment la création de 12 zones industrielles en Judée-Samarie, essentiellement dans les zones C, où travailleraient ensemble juifs et arabes de Judée-Samarie. Donc aussi une intention d'apaiser les choses et de favoriser la coexistence et la cohabitation en Judée-Samarie. Alors Nir Barkat dit la chose suivante, c'est que le plan Trump économique, même s'il est assez ambitieux, n'a pas trop de chances de réussir, puisque l'autorité palestinienne, depuis le début, va le refuser. Et Nir Barkat estime que si on part de la population locale, sans l'autorité palestinienne, il y a peut-être plus de chances de créer sur place des zones de cohabitation et de travail, surtout il pense à 200 000 Arabes palestiniens de Judée-Samarie, ce qui est énorme, et ce qui permettrait donc peut-être d'après lui, d'apaiser la situation sur le terrain. De dire que si les gens gagnent correctement leur vie, peut-être ils ont moins envie ça sera aussi moins idéologique et politique qu'avec l'autorité palestinienne. En plus de cela, ce plan de Nir Barkat, il a un autre volet qui est de renforcer la connaissance des sites historiques juifs en Judée-Samarie. Et donc il a prévu toute une ligne qui suit ce qu'on appelle Derer Avot, la voie des patriarches,
avec des sites touristiques qui rappelleraient les différents chapitres de la Bible, avec Abraham, avec Joseph, les piscines du roi Salomon, le caveau des patriarches à Hébron, et donc d'investir beaucoup d'argent là-dedans pour renforcer la prise de conscience des aspects historiques et religieux de la Judée-Samarie. En quelque sorte, la rose pour un projet positif. Oui, et qui a apparemment été déjà préparé depuis assez longtemps. Voilà. C'est pas sorti. Alors le cactus, il pique qui cette semaine? Le cactus, c'est pour Yair Lapid. Yair Lapid, donc numéro 2 de la liste bleu-blanc. Alors Yair Lapid est très actif sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et donc la semaine dernière, il a tweeté qu'il était en faveur de ce qu'on appelle l'État pour tous ses citoyens. Et en réalité, cette formule est une formule qui signifie donner les mêmes droits à tous les citoyens. En fait, c'est une politique défendue notamment par les partis arabes qui veulent qu'il y ait égalité de droits, et rarement dans les partis sionistes. Et Lapid est connu pour être pour ce qui a toujours été le cas ici, c'était un État juif et démocratique. Et donc, il a tweeté peu de temps après s'être rendu compte que ça faisait scandale, cette phrase, cette citation qui aurait été la citation d'un homme d'extrême gauche. Donc il a retweeté « Je suis contre l'État pour tous ses citoyens ». Puis il a été interviewé sur de nombreux médias où il a expliqué notamment à Télé Israël le soir même qu'il avait fait un tweet idiot en ces termes et que la prochaine fois il réfléchirait avant d'écrire. Et pour un homme qui est un homme de communication, je rappelle que Lapid avant d'être politique était journaliste pendant de nombreuses années, c'est quelqu'un qui a écrit de nombreux livres, des pièces de théâtre, il a eu une carrière dans l'écriture. Je pense qu'il méritait ce cactus pour ce tweet idiot, comme il l'a qualifié lui-même. Il faut préciser quand même que quand on parle d'État de tous ses citoyens, c'est égalité de droits, ce qui existe aussi dans l'État juif, au niveau des droits individuels. Alors justement, c'est ce que lui a expliqué, il faut vraiment être mal intentionné. De mauvaises intentions contre moi. Tout le monde sait bien que je suis pour l'État juif démocratique. Je parlais dans ce cas-là de donner des droits équivalents à... En l'occurrence, il parlait de la société des LGBT. Enfin, donc il disait, c'est évidemment pas pour nier le caractère juif et démocratique de l'État d'Israël. Il s'avère que ça reste un tweet idiot, et on espère qu'il tirera la leçon de ce tweet, et ce double tweet, je dirais, puisque c'était assez amusant de voir l'un suivre l'autre à quelques minutes. D'autant plus que quand on écrit, on a quand même plus de recul que lorsqu'on parle. A priori. A priori. Mais voilà. Bon, sur ces entrefaites. À la prochaine, Michael. À la prochaine, chers auditeurs. Merci.